Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'impact environnemental du système de santé, pourquoi et comment agir. Pour ça on a Mathias Didier et Bernard Jourdain avec nous. Bonjour à tous, Mathias Didier, directeur de projet de développement durable à l'AP-HP. Bonjour à tous, Bernard Jourdain, chargé du développement durable au centre hospitalier Agnières. Donc, pour commencer, on a une petite question pour introduire. Donc, qu'est-ce que le développement durable à l'hôpital? Le développement durable à l'hôpital, c'est comment on engage l'hôpital sur les thématiques économiques, sociales et environnementales et comment on engage la transformation écologique de l'établissement. Là, on va faire un constat sur le bilan environnemental du secteur de la santé. Le secteur de la santé, on le sait, c'est un secteur assez particulier. C'est souvent le premier employeur des régions. Les hôpitaux de Paris, par exemple, il me semble qu'il y a entre 90 000 et 100 000 employés, ce qui est assez conséquent. Les hospices civils de Lyon, ils comptent 25 000 employés. Donc là, on a une étude faite par le Shift Project en 2021. C'est sur l'empreinte carbone du secteur de la santé. Donc on peut voir que l'empreinte carbone du secteur de la santé est estimée à 33 à 45 millions d'équivalents de tonnes de CO2, ce qui est assez conséquent. Ça représente 6 à 8% de l'empreinte nationale de carbone. Là, on a un graphe sur la répartition des émissions du secteur de santé. On peut voir que à la tête de file, on a les émissions, on a les médicaments, l'achat de médicaments et l'achat de dispositifs médicaux qui représentent à eux deux 50% des émissions de CO2 à l'hôpital, ce qui est très conséquent. Aux hôpitaux de Paris, on a fait le bilan carbone, donc si vous pouvez... Tout à fait, d'ailleurs les résultats convergent parfaitement avec les conclusions du Shift Project, puisqu'on a eu la chance de réaliser le bilan carbone de l'ensemble de la PHP, donc les 38 établissements de santé, ainsi que toutes les directions centrales, en passant des ambulances au service de blanchisserie, en passant par et les achats hospitaliers. Ce qui nous a permis d'arriver à cette conclusion, 56% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux médicaments, dispositifs médicaux, usages uniques autour du soin et gaz anesthésique, ce qui est plus que conséquent en effet et qui nous impose d'agir sur ces sujets-là. Comment les centres hospitaliers peuvent contribuer à réduire cet impact qu'ils ont et donc réduire le changement climatique en règle générale? Il faut aujourd'hui porter le regard comme... On parle toujours aujourd'hui de l'hôpital comme un producteur de soins et l'hôpital participe au changement climatique par ses actions. Donc il faut porter un autre regard sur l'hôpital plutôt que uniquement sur les soins. Comment l'hôpital demain va engager sa résilience. Et comment contribuer à réduire le changement climatique, c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est déjà mieux se connaître là où se situent nos postes d'émission, là où nous devons agir. Donc disposer d'informations de plus en plus précises sur l'impact environnemental des produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, mais aussi les analyses de cycle de vie. Mieux connaître aussi les données énergétiques qui sont un sujet majeur aujourd'hui. À titre d'exemple, aujourd'hui, c'est très compliqué pour un établissement de santé de savoir précisément combien va émettre un appareil d'imagerie ou combien un bloc opératoire va consommer en termes d'énergie quand on dispose d'un seul compteur, par exemple, sur un bâtiment qui agglomère un ensemble de services. Donc on a la nécessité en tout cas de mieux connaître, mieux identifier là où nous devons agir. Et parce qu'évidemment, pour agir, il faut avoir un état des lieux précis. Et c'est notamment tout le sujet, on l'a vu, de l'impact carbone des médicaments. Donc c'est l'état des lieux et la connaissance pour mieux agir. Tout à fait. Et l'état des lieux va nous permettre ensuite de définir les stratégies de décarbonation. L'idée est évidemment de se conformer aux ambitions de la France, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour ça, il va falloir, comme pour chacun d'entre nous, à titre individuel, réduire fortement nos émissions. Et le bilan carbone permet de faire un point zéro pour qu'après, au bout d'un an ou 2 ans, si vous voulez à nouveau mesurer, regardez vos marges de progression. Si vous ne faites pas ce point zéro, vous êtes incapable de mesurer vos actions. Donc l'enjeu, c'est de faire le bilan carbone, faire un point zéro, et tous les 2 ou 3 ans, de refaire ce bilan carbone, regardez vos gains. Je prends l'exemple de Niort. Niort émettait 42 000 tonnes de CO2. Aujourd'hui, Niort a baissé de 30% ses émissions. Donc on est capable aujourd'hui de prouver quel type d'action on a mis en place et comment on a pu réduire. Et en ce sens, l'évolution notamment de la réglementation, avec l'élargissement du scope, des fameux scopes autour des bilans de gaz à effet de serre et du bilan carbone, depuis le 1er juillet 2022, va nous contraindre, nous aussi, le secteur de la santé, à mener cette analyse sur l'ensemble de notre périmètre. Donc agir, c'est aussi mieux se connaître et ensuite accompagner la compréhension du sujet de nos agents, de nos personnels hospitaliers, de nos personnels non soignants, par notamment de la formation, de la sensibilisation et l'accompagnement à la mise en œuvre de démarches. Du coup, ça reprend un peu, juste dans le how-to, comment faire pour engager une démarche développement durable RSE à l'hôpital. Donc, comment vous avez fait un exemple concret, par exemple,
de comment on embarque la direction, l'établissement dans tout ce qui est développement durable, tout ça. Surtout qu'il y a sûrement plein de gens pas sensibilisés. Déjà les formations, la sensibilisation. Exactement. La formation, qu'elle soit physique ou distancielle, est un élément fondamental à tous les niveaux, que ce soit du côté des formations pour les directeurs d'hôpitaux, que ce soit les formations à destination des infirmiers, des personnels administratifs, notamment la formation continue. On a la chance à la PHP d'avoir un centre de formation qui nous permet de dispenser une formation annuelle à l'ensemble des agents. Et l'idée est vraiment d'accompagner, parce qu'une fois que le sujet est approprié par les personnels, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière et on a tous, en tout cas, la volonté d'agir collectivement sur le sujet. Côté direction, je pense qu'il est aussi fondamental de les accompagner sur le sujet. C'est notamment la production de notes explicatives, d'informations sur la stratégie à adopter, comment finalement s'adapter et être résilient face au réchauffement climatique. Pour l'hôpital de Niort, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a acculturé la direction générale à c'est quoi le développement durable dans un établissement de santé. On ne peut pas partir sans ça. Si vous voulez vraiment que votre direction s'engage et que votre directeur vous suive, il faut absolument acculturer la direction au développement durable. Ça passe par un après-midi de présentation. C'est quoi le développement durable dans un établissement de santé? Et une fois que votre direction est mobilisée et est engagée, derrière c'est beaucoup plus facile pour pouvoir mobiliser l'ensemble du personnel. Donc la direction, c'est le directeur d'hôpital et la direction générale, mais c'est aussi le président de CME pour engager le corps médical. Vous ne pouvez pas participer l'un sans l'autre. Donc c'est vraiment une démarche globale qu'il faut engager. Je partage tout à fait. Je pense que c'est très important d'y associer notamment le personnel soignant. Pour illustrer ce propos, aujourd'hui à la PHP, la CME s'est dotée d'une commission de développement durable qui permet du coup aussi d'accompagner le personnel sur ces enjeux-là, notamment en termes de formation ou d'accompagnement dans la mise en œuvre de projets de développement durable, puisque ça rejoint du coup la question juste après. Et j'imagine qu'au centre hospitalier de Niort, vous avez dit que vous établissiez des bilans à chaque fois. Bah, ça, c'est un motif ça encourage, du coup, ça permet de... On a une démarche globale depuis 10 ans. On faisait ce qu'on appelait les démarches Agenda 21 qui concernent plutôt les collectivités. Donc on co-construit un plan d'action avec les salariés et la direction. Ce plan d'action est mis en place pour 3-4 ans. Et au bout de 3-4 ans, on va réévaluer la démarche, savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et ce qu'on n'a pas fait, pourquoi on ne l'a pas fait. Et à chaque fois, on rend compte aux salariés des résultats du plan d'action. Et à travers ces résultats, on engage la suite, on reprogramme un nouveau plan d'action pour 3-4 ans. En effet, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut avoir un pilotage, comme sur l'ensemble des autres thématiques, comme un pilotage financier, il faut avoir un pilotage extra-financier de ces enjeux-là, se doter d'indicateurs de pilotage qui nous permettent d'évaluer progressivement les succès sur la mise en œuvre de ces démarches. Mais du coup, ça reprend aussi, mais comment pour illustrer peut-être la gouvernance, dans un hôpital. Côté APHP, c'est ce que je disais, la CME s'est dotée d'une commission de développement durable qui réunit donc le personnel soignant. Côté central, nous avons choisi d'avoir un comité de pilotage transition écologique qui réunit du coup l'ensemble des groupements hospitaliers. Nous avons 38 établissements de santé quand même à la PHP, mais également les directions centrales, achats hospitaliers, achats hôteliers, services ambulances, services blanchisserie, etc., qui nous permettent d'avoir un lieu d'échange sur le sujet. Et je pense que c'est fondamental, tout part de là aussi. C'est disposer d'un endroit où on puisse en faire un élément stratégique et pas forcément un sujet à la fin d'une réunion précise. Ensuite, pour la mise en œuvre, évidemment, quand on a autant d'établissements, l'enjeu pour nous est aujourd'hui de se doter de comités locaux de développement durable qui permettent aux agents d'exprimer leurs besoins et de trouver une intermédiation locale pour la mise en œuvre de projets. Et pour ça, on se base également sur ce qu'on appelle nous des référents développement durable présents dans les groupes hospitaliers qui ont la charge, en termes de fonction, d'accompagner, d'animer et de mettre en œuvre ces démarches-là. Et on se dote également aujourd'hui d'ambassadeurs développement durable, donc des personnes engagées qu'on a entre guillemets identifiées au fur et à mesure de nos actions, à travers nos webinaires, nos formations, nos présentations, qui nous permettent de disposer d'une communauté d'intérêt commune autour du sujet. Donc, pour l'hôpital de Niort, on a travaillé un peu différemment. On a aujourd'hui un comité de pilotage développement durable dans lequel sont référenciés des membres de la direction. Et derrière, on a des référents par pôle. L'hôpital aujourd'hui est construit par pôle. Donc on a un référent développement durable par pôle. Et c'est le pôle qui nomme le référent développement durable. Le rôle du référent, c'est de remonter les questions du pôle vers le comité de pilotage, mais c'est aussi de redescendre toutes les actions du groupe vers les pôles. Donc on a une dynamique qui s'installe. On réfléchit un peu à la fiche de poste de ces référents dans chaque pôle.
mais on travaille sur cette structure-là. Et le comité de pilotage va valider toutes les actions, il va proposer des choses à l'ensemble de l'établissement. On peut constater aujourd'hui également que les équipes elles-mêmes se mettent en œuvre sur le sujet. Je prends pour exemple les Green Teams qui se montent aujourd'hui au CHU de Toulouse, ou les unités durables qui sont aujourd'hui en déploiement au CHU de Bordeaux, qui permettent justement au personnel de se mettre en œuvre et en marche directement sur le sujet. Ce qu'on constate, c'est que depuis 2 ans, il y a une vraie volonté de la part des professionnels de santé à s'engager. Autant des infirmières que des médecins, donc il y a une grosse demande qu'on ne voyait pas il y a 2 ans. Donc c'est le moment de structurer une démarche et d'avancer. C'est de l'espoir, c'est hyper bien. Mais du coup, le maître mot, c'est un peu la décentralisation, comme ça, enfin, chacun agit un peu de son côté pour mieux agir en global. C'est un juste équilibre à trouver entre une démarche dite top-down, descendante, hein, parce que l'idée c'est quand même d'avoir un cadre commun. Nous, pour 38 établissements, on a des enjeux communs autour de la mesure carbone, autour de l'alimentation, autour de la politique de déchets, autour des enjeux de santé environnementale. Donc il s'agit de donner un cadre global à tous, mais pour que chacun puisse adapter cela à son contexte. On a des établissements un peu partout, les problématiques de mobilité sont forcément différentes, la façon dont la restauration se met en place est différente en fonction de l'établissement. Donc c'est cet équilibre entre une approche un peu descendante et en même temps une approche qui permet de remonter les projets et les mettre en œuvre localement. J'en veux pour preuve aujourd'hui un outil qui s'appelle les primes d'engagement collectif, qui permettent notamment à l'ensemble des agents de se mobiliser sur un sujet de développement durable contre une gratification financière. On peut voir aujourd'hui que c'est notamment un levier très important qui permet de dégager énormément de projets au niveau local. Dans un projet de développement durable, on est vraiment sur une co-construction du plan d'action. Ce n'est pas quelque chose qui est tout construit par la direction. Donc on va chercher au sein des différents services ce que les salariés ont besoin comme action à mettre en place. Donc c'est avec eux qu'on va construire le plan d'action. Ce n'est pas uniquement le chargé de développement durable qui peut faire le plan d'action, c'est une co-construction ensemble du projet. Et après, on rend compte à tout le monde des résultats et on avance. Et c'est vraiment l'idée de co-construire. C'est-à-dire que c'est les professionnels de santé qui savent dans leur service qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc comment on remonte ces actions et qu'on les intègre dans un plan d'action. Il ne s'agit pas de faire un plan d'action avec 400 actions. Vous avez 60, 80 actions, c'est suffisant. Et après, c'est aux directions, différentes directions d'établissement, de mettre en route les actions et de développer au sein des services. Je partage complètement. Je pense que en fait, l'enjeu, en effet, de répondre aux besoins des professionnels de santé, et on a parlé d'appropriation, une fois que le sujet est approprié, ils souhaitent changer, ils souhaitent évoluer, mais c'est eux, in fine, qui vont être les acteurs du changement. Et c'est ce que vous avez dit, hein, une communauté d'acteurs sur le sujet, associer l'ensemble des parties prenantes est essentiel, mettre en place une politique de tri des déchets dans le bloc opératoire. In fine, en effet, c'est le professionnel de santé qui va trier. Sauf qu'il faut aussi avoir une concertation avec les équipes logistiques qui vont mettre en place la filière, les équipes de direction qui vont permettre de la financer et les prestataires extérieurs qui vont permettre de la mettre en œuvre. C'est toute une chaîne collective. On ne peut pas agir seul. Il faut vraiment avoir une dimension collective et une vision globale sur ces sujets-là. Peut-être pour compléter, mais le chargé de développement durable, il n'est pas expert en tout. Par contre, il travaille avec tous les experts de l'hôpital. C'est vraiment ce réseau qu'il faut construire. C'est vraiment un enjeu fort. C'est l'union qui fait la force. Tout à fait. Bah, du coup, là, on reprend sur vos retours d'expérience. Vous en avez déjà parlé, mais un exemple concret qui a fait que vous avez mené les changements de développement durable au sein des hôpitaux de Paris. Il y a un exemple assez simple, c'est par exemple la mise en place de fontaines à eau dans certains établissements. L'enjeu, c'était de pouvoir le financer. Ça a été permis grâce à ce qu'on appelle le fonds de transformation à la PHP, qui a permis du coup de mettre l'argent sur la table pour acter le changement. Mais c'est parti d'une volonté des services de le mettre en œuvre. Et en s'associant notamment avec les équipes d'hygiène hospitalière et les différents acteurs de l'hôpital, on a pu réaliser cette action-là et finalement arriver à ce que notamment on limite les prescriptions médicales sur l'eau gazeuse puisque les fontaines le permettaient. Donc permettre aussi un retour sur investissement financier sur le sujet. Donc c'est vraiment une démarche collective qui est partie du personnel soignant et des acteurs administratifs qui souhaitaient mettre en œuvre ça, une capacité finalement à trouver un relais auprès de leur direction, un financement qui a été en centrale qui a permis de mettre en œuvre cette action-là, et finalement, in fine, un soin équivalent avec un peu plus de préoccupation de notre impact environnemental sur le sujet, puisqu'on a supprimé les bouteilles en plastique sur ces établissements-là. Quant au CH Pour l'hôpital de Niort, aujourd'hui, on met en place ce qu'on appelle l'agenda 2030 avec les ODD, les objectifs de développement durable. Donc on est dans la finalité du projet. Il va sortir le mois prochain. Donc on a
65 actions qui vont sortir, structurées, des projets, des axes et des actions. C'est co-construit avec les salariés de l'établissement, c'est co-construit avec la direction. Ça engage plusieurs thématiques au sein de l'établissement. Que fait l'établissement dans son territoire? Que fait l'établissement sur les changements climatiques? On est dans cette démarche-là. C'est co-construit avec les salariés. Il y a eu une enquête auprès des salariés sur qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire. Engagement des professionnels sur des enquêtes et des ateliers qu'on a mis en place. Derrière, tout le fruit de ce travail est en train d'être structuré dans un plan d'action. Il devrait être présenté donc, le mois prochain à la direction générale, au comité de pilotage pour être validé. Et donc ça engage l'hôpital sur les années 2023-2027 pour un plan d'action de 65 actions. Pour illustrer aussi ce propos côté APHP, comme disait Bernard, l'idée c'est aussi d'avoir une démarche globale, fondatrice et qui définit un plan d'action. J'ai parlé du bilan carbone. Le bilan carbone, ce n'est pas uniquement faire une photographie, c'est aussi acter des changements progressifs et établir des trajectoires, des stratégies de décarbonation. Et donc ça passe par des plans d'action qui sont en effet co-construits, puisqu'on avait présenté dans l'ensemble des groupes hospitaliers. On a pu mettre en place du coup des groupes de travail, notamment sur les parties déchets et alimentation, et identifier avec les professionnels en charge de ces sujets les moyens et les leviers qu'on pouvait activer pour justement aboutir finalement à ce qu'on souhaitait. Ce qu'on peut peut-être dire sur les thématiques, c'est un plan d'action de développement durable. Vous travaillez autant sur les rejets médicamenteux, sur le bilan carbone, vous travaillez sur l'énergie, construire des bâtiments positifs. Vous avez un champ d'action qui est très très large. Ce n'est pas uniquement que la question environnementale, c'est quoi le bien-être au travail pour vos salariés. Vous voyez, toutes ces thématiques sur les financements, quel type d'achat, quel type de parc de véhicules. Vous voyez que le développement durable, c'est tous ces champs d'action. Il ne faut pas uniquement vous concerter que sur l'environnement. Regardez bien les questions de biodiversité, les questions d'achat, les questions de bien-être au personnel, sur les questions de handicap. Le développement durable concerne tous ces champs-là. La démarche ISO 26000 permet également justement d'illustrer cette approche transversale, globale, en définissant 6 domaines d'action, mais qui ne concernent en effet pas que l'environnement, qui n'est qu'un des domaines d'action sur le sujet. Okay. On n'y pense pas forcément à tous ces domaines, on est un peu concentré ici. Mais c'est ce que vous disiez, aujourd'hui les établissements de santé sont souvent les premiers employeurs de leur territoire. C'est tout un enjeu aussi de relation avec les parties prenantes, les associations d'usagers, tous ces acteurs qui gravitent autour de l'hôpital, qui nous font vivre et qu'on fait vivre. C'est aussi fondamental de les intégrer à la réflexion, puisque sans eux également, on aura du mal à avancer. Si vous parlez des questions de mobilité, vous n'avez pas la compétence transport dans l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il faut regarder avec les collectivités, soit la ville, soit l'agglomération, pour dire avec eux combien on paye chaque année de versement de transport, et là on paye des sommes assez conséquentes, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la desserte de l'hôpital. Aux salariés, s'ils embauchent à 6h30, il n'y a peut-être pas de bus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la desserte de l'hôpital? Forcément, la place de l'hôpital dans le territoire, c'est un enjeu fort. Question économique, question mobilité, question déchets. Donc toutes ces questions-là vont revenir dans les compétences avec les acteurs du territoire. Et bien prendre en compte que tous ces sujets, la mobilité, c'est à la fois un sujet financier, aujourd'hui le pouvoir d'achat pour les agents, un enjeu environnemental et un enjeu de qualité de vie au travail. Donc on voit bien que tout est toujours transversal et à la convergence de tous ces sujets-là. Ça fait une transition toute trouvée pour l'ouverture. Si vous avez un petit mot d'espoir à donner ou un petit mot de la fin. Je pense que c'est ce que disait Bernard. Aujourd'hui, la plupart des salariés, agents, personnels soignants sont conscients de notre impact environnemental, globalement de notre approche et de notre nécessité d'agir globalement à tous les niveaux. Et ça, c'est un beau message d'espoir parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs veut se mobiliser sur ce sujet. Et comme on disait, une fois qu'on a cranté ce niveau-là, on ne revient pas en arrière. Et donc c'est, à mon avis, tout ce qui va nous animer dans les prochaines années, c'est comment accompagner au mieux toutes ces demandes, tous ces besoins aujourd'hui de faire évoluer le travail. Et je trouve que l'exemple aujourd'hui des anesthésistes, par exemple, est assez magnifique parce que ça nous permet de voir que finalement, c'est les professionnels qui décident eux-mêmes de changer parce qu'ils font approprier le sujet, parce qu'ils ont compris aussi la nécessité de faire évoluer nos pratiques médicales en faveur notamment de l'environnement. Il y a un besoin d'agir, il y a une urgence. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il faut que le secteur de la santé prenne sa part dans ce travail-là. C'est un travail national, le secteur de la santé représente beaucoup, comme dit Mathias. Il faut que le secteur de la santé prenne toute sa place. Il ne peut pas le prendre tout seul, il le prend avec tous les acteurs. Donc il faut que dans nos établissements, dans les ministères, on s'engage. C'est là l'enjeu. Donc on a besoin de vous pour agir, on a besoin de chargés de développement durable, mais les chargés de développement durable tout seuls, ils ne feront rien.
Donc c'est comment avec les directions, comment avec les médecins, comment avec vous, acteurs de la santé, on puisse engager la transformation écologique du secteur de la santé. Et si on pouvait aussi avoir parfois des petits coups de pouce réglementaires pour nous accompagner sur le sujet, on a vu aujourd'hui le financement d'acteurs en faveur de la transition écologique dans l'établissement de santé. On a beaucoup d'enjeux autour notamment du matériel réutilisable avec des décrets à passer sur le reprocessing de nos produits, sur la nécessité aujourd'hui d'avoir notamment une approche sur la valorisation de nos déchets qui soit accompagnée pour qu'elle soit possible dans nos établissements. On n'attend plus que ça. Merci beaucoup.